résistance, n'oubliez pas, nous sommes en plein menu. Nous avons déjà eu des entrées copieuses. Donc on va passer au plat de résistance maintenant. Avec une petite table ronde, vous allez bien sûr pouvoir avoir la parole une fois qu'on aura fait un premier petit tour de piste avec nos 3 invités que je vais vous présenter. Le thème de cette table ronde, c'est notre assiette en 2030. Donc on va voir en quoi ça consiste exactement. Alors on l'a bien compris depuis le début de l'après-midi, les bistrots de pays, c'est une éthique, c'est un mode de fonctionnement respectueux de l'environnement, respectueux, qui place vraiment l'humain au centre de son action. Ce que je vous propose, avant de vous entendre sur ce qu'est l'économie symbiotique, qu'est-ce que ça apporte, d'où ça vient, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qui introduit ce propos, qui explique ce que c'est, petite vidéo que vous avez contribué à élaborer et qui va nous donner la définition et le fonctionnement de cette économie. Nous pouvons faire naître sur la Terre la plus incroyable économie qu'on puisse imaginer. Elle s'appuie sur l'intelligence humaine, l'intelligence du vivant et les services rendus par tout ce qui est autour de nous. Cette économie tisse des réseaux. Énergie, matière et objets, information, tout circule et coopère. Aujourd'hui, ce monde peut être le nôtre. Partout sur la planète, à la ville comme à la campagne, des millions de personnes pratiquent déjà cette nouvelle logique économique. Diversité, coopération, mise en réseau, efficacité, travail en écosystème, il suffit d'une mise en synergie pour créer de la prospérité pour tous. Bref, régénérer la biosphère et non plus la détruire. Cette mise en synergie, c'est l'économie symbiotique. Alors, qu'attendons-nous pour rassembler les pièces du puzzle ? On nous dit on n'a pas plus de 3 ans pour vraiment changer notre vision de faire économie pour ne pas basculer en fait dans d'autres états d'équilibre planétaire. Et là, on bascule dans d'autres états écologiques et on ne sait pas comment la Terre va réagir. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai un discours très positif, mais il faut savoir qu'il faut réagir maintenant. Est-ce que économiquement, des choses rentables qui trouvent leur marché, dont les gens peuvent vivre, hein, qui peuvent résoudre cette crise écologique? Et là, j'en ai trouvé mais plein. Des initiatives qui diminuaient ou vraiment structurellement les impacts sur les écosystèmes, ou qui, parce qu'elles produisent, elles régénèrent les écosystèmes vivants. C'est complètement fou, hein. Ça veut dire qu'on dit toujours il faut bien choisir entre manger, se nourrir, se développer et puis la planète. Hein. Ou alors cet adage, vous savez, pour faire une omelette, il faut bien casser des œufs. Eh bien là, ces logiques-là me montraient que parce qu'on produit, on régénère les sols, on régénère la biodiversité, c'était complètement nouveau. Et donc je sors des principes de fonctionnement qui permettaient de dégager les fausses bonnes idées et les vraies bonnes idées. Et je trouve quoi ? Je trouve la permaculture, l'agroécologie, l'économie coopérative, l'économie circulaire, mais pas n'importe laquelle, l'économie de l'usage surtout. Arrêtons de posséder nos objets. En fait, c'est une économie qui, vous l'avez dit, qui supprime les intermédiaires, mais qui a besoin d'animateurs. Et ça, c'est très peu subventionné, les animateurs. C'est pour ça qu'elle a du mal à se développer. On finance toujours la technologie. Or là, c'est de l'intelligence humaine. Il faut animer un réseau. Et elle crée des écosystèmes vivants, des écosystèmes sociaux, des écosystèmes techniques. Et je me rends compte que ces 6 principes de fonctionnement, en plus, ils décrivent toute une économie justement sociale, pas seulement écologique et technique. Et là, en fait, ça concernait tous les secteurs d'activité, de la production jusqu'à la consommation ou l'usage, jusqu'à la gouvernance et la redistribution de la valeur, et qu'en fait, dans le silence, depuis 50 ans, on a une économie complète qui est née selon une autre logique. Et symbiose, pourquoi économie symbiotique ? Parce que économios, il faut repartir de la définition, il faut repartir de l'étymologie. Ökonomios, öko, ça veut dire la terre, ça veut dire la maison en fait, la maison et la maisonnée, donc aussi avec ses habitants. Et nomios, ça veut dire la gestion. Donc c'est comment on gère la maison et la maisonnée. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, l'économie que nous avons n'est plus une économie, c'est du pillage, c'est pas de la gestion. Et on ne le savait pas, mais maintenant on s'en rend compte. Et donc voilà. Et puis symbiotique, parce que la symbiose, c'est un phénomène écologique où quand 2 espèces différentes s'assemblent et qu'elles sont complémentaires, en fait,
qu'elles trouvent dans leurs différences, leur complémentarité, elles vont se mettre à se développer ensemble. On est dans quelque chose de vraiment très systémique qui interagit et qui fait que ça fait un bénéfice mutuel. On est exactement dans une économie de réseau qui fait un écosystème. Vous avez un lieu qui fait une plateforme, en fait, le bistrot, de flux, et qui va permettre de lier des producteurs locaux, les randonnées, les artistes, les associations, etc. Et sur ces quelques mètres carrés de bistrot de pays dépendent d'un tas de chiffres d'affaires. Voilà. Et du coup, c'est extrêmement efficient. Et en effet, du coup, le bistrot dépend des fournisseurs, des circuits de randonnée, des artistes, etc. pour faire sa programmation. Mais ces producteurs, ces artistes, etc., mais on l'a vu, hein, c'était une démonstration tout à l'heure, deviennent aussi dépendants du bistrot de pays pour se développer. C'est une symbiose. Donc comment on peut faire pour se donner des outils, peut-être pour convaincre que c'est vers ce type d'économie-là qu'il faut aller? Il y a une chose qu'on sait très très bien mesurer, c'est la régénération financière. Ça, on sait très bien mesurer la régénération financière, mais on ne mesure que ça comme régénération. On ne regarde pas les autres facteurs de production. Et en effet, on ne sait pas mesurer la régénération, ou très peu, en tout cas, ce n'est pas dans nos comptabilités ni nos indicateurs officiels, la régénération écologique. Au mieux, on mesure la diminution d'impact. Donc, c'est quand même assez déprimant. Combien vous avez... c'est quoi votre impact carbone et combien vous l'avez diminué? En plus, c'est très compliqué. On ne sait pas mesurer non plus la régénération sociale. On va regarder si vous avez mis en place des politiques RSE, etc., qui, on se dit, ça va un peu mieux dans l'entreprise, etc. Mais le bien-être, le fait, est-ce que vous avez appris plus de choses? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire que la possibilité à un individu de s'épanouir, d'épanouir ses talents, d'avoir des degrés de liberté supérieurs dans la société? Voilà, ça c'est des choses et la régénération économique de ses fournisseurs, de son écosystème de parties prenantes. Ça, on ne le mesure pas. Et c'est ce que, justement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que met à jour l'économie symbiotique. Et en montrant justement, en mettant sur une même grille des activités très très différentes, on peut sortir des indicateurs qui ne sont surtout, la plupart du temps d'ailleurs, qualitatifs, mais qui peuvent être aussi quantitatifs, et qui permettent de mesurer ces trois régénérations qui font qu'on est dans une économie de l'adulte, en fait, tout simplement. C'est pas une économie, parce que qu'est-ce qu'on demande à être un adulte de savoir régénérer, c'est d'être autonome, de savoir régénérer ses facteurs de production. Là, aujourd'hui, moi, depuis ces travaux, je me dis, en fait, finalement, on est dans une économie qui est toujours biberonnée finalement par la planète Terre, finalement, puisqu'on extrait, on va toujours chercher des ressources pour toujours alimenter cette économie. Et puis maintenant, là, on arrive à la ligne de fracture. Bon, on entend beaucoup parler au niveau mondial. Alors, il y a des grandes conférences, des grands symposiums, il y a des COP sur le climat, sur la biodiversité, sur l'environnement. Alors évidemment, c'est hyper important et personne ne nie quelle peut être l'utilité de ce type de rencontre ou de prise de conscience mondiale. Mais est-ce que ça se fait de la même manière pour cette économie dont vous dites qu'en fait elle existe partout, mais qui n'est peut-être pas relayée comme ça au niveau mondial de la même manière et avec autant de force que pourrait l'être l'environnement, le climat, la biodiversité? Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une économie locale, c'est une économie des territoires. Et en fait, elle transforme une place de marché globale et mondialisée en de multiples places de marché locales et reliées mondialement. Et je me souviens quand je suivais la COP 15 à Copenhague, qui a été une grande COP qui suscitait beaucoup d'espoir. Il y avait le monde entier là qui était là et qui aboutit à feuille blanche. Beaucoup d'activistes ont été déprimés. On a mis 6 mois à s'en remettre, mais vraiment de dépression profonde. Et c'était la première fois de mémoire de l'ONU, une feuille blanche. Et je me souviens que les maires avaient... il y avait l'association des maires qui agit sur le climat qui avait fait une lettre comme ça en disant « Chers collègues nationaux et internationaux, si vous ne savez pas faire, nous on sait faire. Venez nous voir, nous on sait faire. » Et donc tout ça, ça vient du local.
Et on a du mal maintenant à imaginer une économie mondiale en partant du local. Pourtant, c'est bien ce qui se passe. Et ce qui, par contre, quand même, on a eu là, cette année, le premier sommet mondial, justement, des actions locales. Ça s'est fait à San Francisco, avec des choses qui vous intéresseront énormément, parce que San Francisco est l'endroit le plus avancé sur l'agriculture régénérative. Alors, l'économie symbiotique, c'est démontré au niveau de l'économie, mais c'est une argumentation. Et là, ils l'ont démontré avec des chiffres, etc., des années de recherche à plusieurs laboratoires sur l'agriculture. Et ils ont sorti même, si vous voulez, vous avez des restaurants gastronomiques vous allez manger, et en fait, parce que vous mangez chez eux, vous absorbez, les modes de production ont fait qu'ils ont absorbé du carbone dans le sol. Alors, en dehors de faire savoir, parlons d'avenir. Si on veut encourager, faciliter ce type d'expérimentation, ce type d'expérience que vous appelez ce grouillement du local qui émerge de toutes ces choses qui autofonctionnent, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer pour que tout ça se soit favorisé? Ce qui est assez intéressant, c'est que on voit vraiment une unité de temps, 50 ans, qui correspond aussi d'ailleurs même les méthodes scientifiques ont subi une rupture majeure conceptuelle qui s'appelle la systémique ces 50 dernières années aussi, qui correspond à ça. Même au niveau sociologique, on a une rupture aussi sociologique qui commence vers les années 60, qu'on appelle l'apparition des créatifs culturels, des LOAS, si on parle marketing, etc. Et on a des études aussi, des mythes profonds qui agitent la population qui disent la même chose. Donc il y a, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, il y a ça, on constate ça. Et 50 ans, ça veut dire plus de 2 générations. Et on dit qu'il faut 2 générations pour un changement. Et comme aussi on a aujourd'hui tous les organes de cette nouvelle économie qui sont nés, eh bien ça veut dire que la phase de développement est terminée. La phase de développement en écologie, où on retrouve la même chose en physique, ou en biologie, c'est la phase où c'est comme quand la femme enceinte, avant 3 mois, elle est crevée. Tous les organes se mettent en place dans le bébé. Et pourtant, ça ne se voit pas. Moi, j'ai longtemps habité Paris, il n'y a personne qui vous laisse une place dans le métro. Ça ne se voit pas. Et vous êtes crevés. Et puis après, c'est la croissance. Tous les organes sont développés. Vous avez la même chose chez le bourgeon. Le bourgeon, c'est tout petit, mais toute la branchie. Et puis au printemps, tout sort. Et ça demande presque pas d'énergie. D'ailleurs, après 3 mois, la femme enceinte, elle gambade. Bon, après, elle est encombrée, mais elle gambade, etc. Elle retrouve son énergie. Et parce que c'est la phase de croissance, qui est très peu énergivore. Mais elle se voit. Et moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que on a fait tout ce développement qui a été crevant, qui a été très difficile pour tous les acteurs. Et aujourd'hui, si on fait comprendre que c'est pérenne, que oui, c'est vraiment un nouveau modèle, qu'il a émergé partout, qu'on a une nouvelle voie possible et qu'on attire les investissements, parce que c'est ça qui nous manque. C'est l'eau, en fait, l'eau qui fait pousser la tige. Eh bien, on a aujourd'hui besoin de créer ce nouveau récit, de témoigner, de dire que c'est possible, de dire que oui, il y a une autre économie qui est possible pour attirer les investissements. Les indicateurs font partie du récit. Et faire qu'elle se développe. Et là, elle peut, selon moi, se développer très très vite. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc soit elle se développe, soit elle se développe pas. Et on ne sait pas ce qui nous arrivera. J'ai ici une carte que quelqu'un a pliée et m'a demandé de vous montrer dans un instant. Alors on va reperdre votre carte. Dans un premier temps, j'aimerais vos réactions par rapport à ce qui vient d'être présenté là. Moi je suis ravi. Alors ce que vous appelez symbiotique, moi c'est ce que j'appelle l'approche holistique, mais ça se rejoint, la systémique. Et pour moi, c'est pour ça que je suis très heureux aussi d'être ici, parce que j'ai entendu beaucoup le mot lien, recréer du lien. Et moi, je suis chercheur en alimentation préventive et holistique. Alors préventif parce que mon job, c'est de faire que vous allez mourir, mais en bonne santé. C'est-à-dire que ce soir, vous vous couchez, vous n'allez pas vous réveiller demain, quoi. Vous n'avez rien vu passer, quoi. Alors le plus longtemps possible, évidemment. Et holistique, pourquoi? Parce qu'en fait, on fait du préventif en alimentation depuis 30-40 ans. On fait du préventif, mais réductionniste.
Alors je vais y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on étudie les parties et on ne pense pas assez globalement et holistiquement. Et donc, c'est pour ça que le mot holistique est important pour moi, parce que le mot-clé de holistique, c'est le lien. Recréer du lien. Alors moi, c'est recréer du lien dans l'aliment et dans l'alimentation. Mais ça peut être recréer du lien dans toutes les sphères de la société, on en a parlé. C'est pour ça que le mot symbiotique me parle énormément, parce que c'est... En fait, l'idée majeure, c'est de dire que c'est pas les parties sont importantes, mais plus importante encore, le lien entre les parties. Et donc l'approche holistique, c'est 2 est supérieur à 1 plus 1, parce qu'il y a un lien entre 1 et 1, la synergie. Le tout n'est pas égal à la somme des parties, 2 n'est pas égal à 1 plus 1. Et donc c'est toute la révolution que j'ai voulu entraîner dans l'alimentation, et qui est ma réflexion depuis 2011. J'ai beaucoup publié, beaucoup écrit d'articles. Je suis revenu à la philosophie de l'alimentation, parce que j'avais vraiment l'impression que malgré tous les efforts qu'on faisait, la situation ne faisait qu'empirer, malgré toute la bonne volonté. Et c'est là que j'ai compris, et je m'arrêterai pour l'introduction, j'ai compris qu'on était basé sur ce fameux logiciel réductionniste qui imprègne toute notre société, notamment occidentale, qui fractionne tout. On fractionne la vie sociale, les individus, on fractionne l'aliment. Et l'aliment ultra transformé dont je vais parler est le fruit de cette pensée où on a tellement fractionné l'aliment qu'on recombine tout et on fait des aliments qui n'ont plus aucune valeur santé. Et on va jusqu'à fractionner l'atome, et le point ultime du réductionnisme, c'est même de fractionner l'atome et d'en faire un outil qui peut détruire l'humanité. Donc on voit bien que le réductionnisme, quand il n'existe que seul, qu'il devient dogmatique et arrogant, n'est plus vertueux. Alors justement, donc, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Halte aux aliments ultra transformés, manger vrai ». Oui. Juste une petite définition. Oui, c'est quoi un aliment ultra transformé? Bon, on voit bien ici, hein, on l'a compris avec les bistrots de pays, qu'on n'est vraiment pas dans voilà. Mais donc juste pour mettre des mots et une définition sur les choses. Et puis après, peut-être nous dire quels sont ces principes que vous avez retirés de cette recherche sur l'alimentation. En fait, le concept d'aliment ultra transformé a été défini pour la première fois en 2009 par des Brésiliens. Et c'est une révolution parce que pour la première fois au monde, ils ont proposé de reclasser les aliments selon le degré de transformation et non plus selon leur composition ou les groupes classiques, viande rouge, viande blanche, etc. C'est une révolution que j'ai voulu porter en France. Et donc, j'ai résumé la pensée de ces Brésiliens. Donc, un aliment ultra transformé, c'est quoi? C'est une formulation généralement industrielle. On peut faire l'ultra transformé à la maison, mais c'est plus rare. Donc, généralement industrielle. Donc, c'est un aliment qui contient au moins un additif ou un ingrédient qui lui-même est purifié, fractionné, hydrolysé, voilà, très transformé, pour imiter, restaurer ou exacerber le goût, la couleur ou la texture des aliments, c'est-à-dire les 3 propriétés sensorielles. Donc on est bien dans des éléments qui sont cosmétiques. Ce sont des additifs et des ingrédients cosmétiques, et on est bien dans l'idée de maquiller un produit, c'est-à-dire de cacher un peu la misère, parce qu'un vrai aliment n'a pas besoin de texturant, n'a pas besoin de colorant et n'a pas besoin d'exhausteur de goût. Donc vous avez compris le principe. Mais le sucre de table est un exhausteur de goût, mais vous pouvez l'utiliser à la maison. Par contre, les sirops de fructose, qui sont des sucres ultra transformés, les sucres invertis, les dextroses, les sirops de glucose, etc., sont des marqueurs de l'ultra transformation. Les isolats de protéines, les protéines hydrolysées. Enfin, vous avez compris le principe, ce sont des additifs et des ingrédients cosmétiques très transformés. Et alors, peut-être dire aussi, c'est que ce concept, pourquoi il est très fort et pourquoi les Brésiliens, je pense, ont eu un coup de génie, c'est qu'il englobe, ce n'est pas seulement la malbouffe. Parce que la malbouffe, tout le monde est d'accord pour dire ce que c'est. Tout le monde sait que McDo, les snacks, les chips, les confiseries, voilà, il y a un consensus mou, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la malbouffe, mais on en achète quand même. Sauf que le concept d'aliment ultra transformé va beaucoup plus loin, c'est qu'il englobe des aliments qui vous sont présentés comme bons pour la santé et qui ne le sont pas. Par exemple, avec des mentions enrichies en fibres, blé complet, un pain de mie complet, il n'y a rien de plus ultra transformé. Les produits allégés, il n'y a rien de plus ultra transformé. C'est bourré d'ingrédients et d'additifs cosmétiques. Même enrichi en fibres, posez-vous la question, si on enrichit en fibres, minéraux et vitamines, c'est parce que le produit a été dégradé, sinon il n'y aurait pas besoin d'enrichir. Vous avez un peu théorisé, en fait, résumé votre approche en 3 grands principes qui sont porteurs non seulement de ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant en matière d'alimentation, mais qui sont des principes aussi porteurs de ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Alors résumez-nous un petit peu ces 3 principes. Donc je me suis dit, il faut se libérer de ce que j'appelle la dictature des nutriments, la dictature des parties, et revenir à des règles holistiques. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup lu,
Et j'ai fini par m'éveiller à une règle universelle qui est à la fois scientifique et holistique, parce que quand on revient vers l'holisme, tout devient, comme par magie, très simple, très très simple, tout se simplifie et il n'y a plus de contradiction. C'est ça qui est rigolo. Et donc, toute la science converge vers un régime protecteur universel, qui d'ailleurs, je suis sûr que sur d'autres planètes, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. C'est la règle des 3 V, végétal, vrai, varié. Ça veut dire qu'en fait, tous les régimes qui sont riches en produits végétaux, pas trop transformés, ou du moins non ultra transformés et variés, et si possible biolocaux et de saison, protègent la santé. Et j'ai voulu que ces règles soient aussi holistiques. Pourquoi holistiques ? Parce qu'en appliquant ces 3 règles, vous allez protéger non seulement votre santé, le bien-être animal et la biodiversité animale, et l'environnement et le changement climatique. Donc vous voyez, seulement avec cette règle des 3 V qui n'est pas contraignante, facile à retenir, que tout le monde peut appliquer au quotidien, on peut, sans se préoccuper des nutriments, des vitamines, des glucides, des antioxydants, des oméga 3, des oméga 6, du glutane, enfin on devient complètement fou et on devient même orthorexique, l'orthorexie étant la maladie du réductionnisme, eh bien, on voit bien que, et ce qui est formidable, c'est qu'en suivant cette règle, vous êtes sûr vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de toutes les parties parce qu'elles sont englobées dedans. Et donc, la première règle végétale, c'est favoriser évidemment les produits végétaux, mais vous pouvez consommer de la viande. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai publié pour donner des chiffres, mais je recommande de ne pas dépasser 2 à 3 portions de produits animaux par jour. C'est largement suffisant, pas seulement pour la santé, mais pour la planète. Ça fait 15% à peu près. À peu près, c'est-à-dire ratio, en France, on consomme 25 à 30% de calories animales par jour, donc ça veut dire diviser par 2, devenir flexitarien et remplacer les produits animaux. Flexitarien, expliquez-nous. Oui, bah, c'est diminuer sa consommation de viande et en manger à l'occasion, comme on faisait autrefois, où la viande était festive, se mangeait à l'occasion. Et qu'en fait, l'idée, ce serait qu'aujourd'hui, un plat sans viande n'est pas un plat, quand vous allez en restauration, et il faudrait inverser le paradigme. Un plat sans produits végétaux n'est pas un plat. La viande devrait accompagner. C'est ça un peu l'idée de base. La deuxième règle vraie, c'est limiter les aliments ultra transformés à 1-2 par jour, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, il n'y a pas d'exclusion, c'est plutôt une question de proportion. Et puis manger varié, oui, mais des vrais aliments. Parce que manger varié des aliments ultra transformés, vous mangez de la variété de marques. Vous ne mangez pas de la variété d'aliments. Parce que, par exemple, je ne sais pas, s'il y a des fans de barres chocolatées dans la salle, je ne sais pas, vous vous dites, je vais manger varié des barres chocolatées. Donc lundi, vous achetez un Mars, mardi un Bounty, mercredi un Kit Kat. Vous voyez bien que la variété, il n'y a pas de variabilité parce que c'est des produits qui sont déjà des calories vides, donc qui ne sont pas très riches en composés protecteurs. Donc il faut manger varié des vrais aliments. Voilà. Vous, ce que vous dites, c'est que vous dites là, vos principes sont des principes universels. Ah oui, oui. Voilà, et vous persistez à le dire. Pas de problème. Non, c'est la mais science par même. contre, oui, non, mais tout à fait. Enfin, vous l'éprouvez, vous le prouvez. Mais vous dites aussi, la nourriture, ça se régionalise. Oui. Et c'est pas un problème de manger bien local, respectueux du bien-être animal, de sa santé, de l'environnement, mais complètement différemment, évidemment, entre la Chine, l'Afrique, la France, mais aussi en France, entre Lille, Brest, Rennes et Aubenas. C'est très important. La règle des 3 V, c'est un levier d'action qu'on peut actionner tous les jours au quotidien, localement, tout en protégeant la planète globalement. Donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir et qu'on peut agir globalement très facilement. Alors en 2016, Nature et Progrès, qui peut-être vous connaissez, qui est un magazine, m'avait demandé d'écrire un article justement parce que j'avais parlé de la régionalisation des régimes sains. Et c'est là que j'avais expliqué que cette règle des 3 V, en fait, elle est suffisamment vague pour être déclinée localement partout. Par exemple, en Auvergne, on peut très bien manger des lentilles, il y a du mouton, de la viande, on peut manger la viande locale. Du fromage. Du fromage, etc. Donc on peut arriver, c'est comment appliquer la règle des 3 V selon les réalités locales, c'est-à-dire respecter la culture, le climat, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de l'international, parce que si on ne mange pas d'international, en Auvergne, je crois qu'on ne va plus boire de café. On ne va plus manger de chocolat. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que... Une question d'équilibre en fait, oui, d'équilibre local mondial. C'est comment localiser des règles universelles, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, en Afrique, là où on mange des insectes, ça peut être la source de protéines, là où on mange du fromage et de la viande rouge, ça va être ça, dans d'autres pays, ça va être autre chose. Pour ne pas... En fait, ce que je voulais, c'est sortir d'un régime sain dogmatique.
Parce que il me semblait que le régime méditerranéen, tout le monde en parle, il est protecteur, mais toute la planète ne peut pas manger méditerranéen parce que ce ne serait pas viable pour la planète. Par exemple, on dit que le poisson est protecteur dans les recommandations, mais si tout le monde sur la planète suit les recommandations pour le poisson, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Donc je me suis dit, il faut régionaliser le régime sain. Très bien. On a repris donc la Guinguette, qui était l'établissement de mes beaux-parents il y a une dizaine d'années, et nous avons assez vite voulu ancrer notre offre de restauration dans notre territoire. Alors c'est pas l'Auvergne, c'est la Provence, on a de quoi faire. Et donc on a commencé par se dire une chose très très simple, c'est quitte à ce que ça nous pose des problèmes pour lesquels on a trouvé des solutions, on va commencer par faire un espèce d'inventaire de tous les produits qui peuvent s'offrir à nous, mais vraiment dans la grande proximité. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, et on a fait le choix de se limiter à ces produits-là. Et donc on a cherché à décliner les produits que nous trouvions de la manière la plus large possible. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais en gros, voilà, on a fait un inventaire des produits et on a construit une carte qu'on a donc volontairement accepté d'être réduite uniquement sur base des produits que nous trouvons dans notre région. Et alors le mode de fonctionnement avec les fournisseurs, pour venir en complémentarité justement de ce qu'ont pu nous témoigner nos bistrotiers tout à l'heure, comment vous fonctionnez avec vos producteurs? Nous sommes allés à la rencontre de ces producteurs et depuis maintenant 10 ans, on a un modus operandi qui est assez standard, je dirais. La première des règles est que nous cherchons systématiquement à rencontrer les nouveaux fournisseurs potentiels sur place. C'est-à-dire que, alors, en plus de ça, on pousse le vice jusqu'à chercher à les rencontrer en les prévenant par politesse, mais sans les prévenir trop à l'avance pour être quand même le plus proche de ce qu'ils sont quand nous allons les rencontrer. Ça, c'est une première règle que nous essayons d'appliquer. La deuxième règle, très importante pour nous, c'est que nous pratiquons, c'est très chronophage comme on dit, nous appliquons la règle à chaque fois que c'est possible de dégustation aveugle, que nous ne limitons pas à nous-mêmes, mais dans laquelle nous intégrons un petit panel de dégustateurs dans nos connaissances ou dans notre clientèle. Nous achetons toujours les produits que nous souhaitons déguster à l'aveugle et ensuite nous sélectionnons certains produits sur base de ces dégustations aveugles. Nous avons une discussion dans laquelle nous avons pour principe notamment de ne jamais négocier les prix de nos fournisseurs. Nous pensons que c'est de notre responsabilité de jouer sur deux leviers qui sont le volume que nous mettons dans les assiettes et le prix de vente auquel nous allons proposer ça à notre clientèle. Et nous nous engageons, ça aussi c'est très bien accueilli par nos fournisseurs, nous nous engageons, même si cet engagement n'est que verbal, sur des volumes annuels que nous pensons faire sur base de nos estimations. Évidemment, quand il s'agit d'un nouveau produit, c'est assez difficile à estimer, mais aujourd'hui, on trouve encore chaque année des nouveaux produits, mais globalement, on a une bonne idée de ce qu'on va consommer à l'année sur tel ou tel type de produit, sachant qu'on a une activité assez saisonnière en plus. Et alors justement par rapport à ces produits, est-ce que ça nécessite une intervention en cuisine différente, un traitement différent, une offre différente? Qu'est-ce que ça a occasionné le fait de travailler local comme ça? Nous avons été confrontés là aussi au fait que les pics de production des produits auxquels nous faisons appel ne sont pas nécessairement synchrones avec les pics de consommation. Nous, on est allé sur la Sorgue, c'est une ville très touristique, on ferme 2 mois par an. Et pour essayer de profiter au mieux des produits qui nous sont offerts à côté de chez nous, je vais vous citer par exemple la courge, on va intégrer dans notre manière de transformer le produit un autre mot qui n'est pas du tout apprécié dans le monde de la gastronomie française en général, c'est le mot surgélation. Parce que ça nous permet aussi soit de leur prendre le produit au moment où plus personne ne le reprend. Par exemple, on a fait aussi beaucoup de pulpe de tomates. Là, il y a quelques semaines, à un moment où plus personne ne leur achetait la tomate et au moment où elle était encore présente et très bonne. Et on l'offrira à notre clientèle l'année prochaine en saison, à un moment où tout le monde va leur demander leurs produits. Nous, maintenant, on le leur prend et personne ne le leur prend. Donc, ils sont très contents.
Une dernière question un peu générale à vous trois, mais avec une réponse assez courte, parce que je voudrais quand même qu'on laisse la parole à la salle. Demain, alors s'il y avait, c'est quoi le gros écueil à lever, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider? Si on vous posait cette question-là, qu'est-ce que vous répondriez? Réponse courte. Réponse courte, moi je me bats, et là du coup je peux utiliser le mot militer, pour l'éducation à l'alimentation. J'avais été auditionné là, dans la commission d'enquête parlementaire en juin, et c'est ce que j'ai dit, d'autres l'ont dit, et ça a été repris dans le rapport. C'est la voie royale, parce que si les gens se mettent à changer leurs choix alimentaires, les choses vont se régénérer vertueusement, et je prône une nouvelle transition alimentaire qui serait cette fois-ci une transition holistique, vers une alimentation holistique. Isabelle Delannoy, un mot? Moi, je pense que c'est de croire que ça coûte plus cher. Ouais. En fait, non, ça ne coûte pas plus cher. Ces modèles sont extrêmement rentables. Et par contre, ils subissent une vraie distorsion de concurrence avec des modèles industriels qui sont très facilement subventionnés, qui savent aussi faire les dossiers de subvention, les dossiers de recherche et développement, les dossiers de défiscalisation. Et donc voilà. Mais en réalité, non. Donc toujours le même mot. Il faut que les pouvoirs publics, les banques, sachent investir là-dedans et la comprennent. Voilà, elle est très rentable. Nicolas Chifflet. Le thème de notre table ronde, c'était l'assiette en 2030. 2030. C'est dans 10 ans. Il y a ce qu'on espère qu'elle sera. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Et puis, il y a ce qu'elle sera. Et ça, c'est rendez-vous dans 10 ans. Donc, si je devais ne dire qu'un mot là-dessus, c'est œuvrons tous ensemble pour qu'elle soit ce qu'on espère qu'elle soit. Il y a du boulot, mais... Alors, peut-être éviter qu'on tende vers ce qu'on essaye de nous vendre, c'est-à-dire des régimes reconstitués sous forme de poudre complet, qui est le stade ultime du réductionnisme, où le régime protecteur est réduit à des sommes de nutriments. L'être humain est une forme de machine qui ingurgiterait, donc il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de lien entre les composés. C'est pas l'esprit bistrot de non, pays, mais on l'a bien compris. Si on se bat pas, on pourrait tendre vers cette alimentation où manger deviendrait juste avaler une pilule. Comme ça, avec votre sourire numéro 25 bis, allez-y. Très bien, vous passez la main comme ceci, vous dites bistrot pays, bistrot pays. Voilà, vous claquez dans les doigts, plaf, et vous annoncez le nom de votre carte. Le 8 de 13, regardez bien, c'est curieux parce que ça va être très rapide. Une carte sort, il n'y a pas de trou, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de trou, prenez tout. Et quelle était votre carte? Le 8 de trèfle, et c'est le 8 de trèfle. Bravo Charlotte. On a aussi sélectionné des variétés pour avoir des fruits qui correspondent à la demande théoriquement des consommateurs, mais surtout des grandes surfaces, quoi, et au détriment de la qualité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a aussi un sujet à creuser là-dessus? Je pense que l'idée, c'est comme les blés, on les sélectionne sur un taux protéique, parce que c'est ce qui se vend sur le marché mondial. On est dans une logique de panification. On pourrait très bien imaginer sélectionner les blés sur leur densité en composés protecteurs pour la santé humaine. Donc en fait, c'est toujours cette logique réductionniste, où on sélectionne un critère, et souvent pour des raisons économiques. Il faudrait sélectionner des multicritères pour des raisons humaines. L'humain devrait être au centre. Et dès lors, peut-être qu'on ne sélectionnerait plus les blés sur le taux protéique, mais sur leur densité en composés protecteurs qui nous protègent des maladies chroniques. C'est les minéraux, vitamines, fibres, antioxydants. Et pour les pommes, c'est la même chose. Peut-être qu'elles ont perdu en composés protecteurs parce qu'on les a sélectionnés sur d'autres critères, comme vous dites, pour les grandes surfaces, pour avoir des fruits carrés qui résistent au choc dans les cajots, avec des tomates à la peau dure, mais qui n'ont plus de goût. En fait, c'est le problème des intermédiaires, parce que quand vous sélectionnez les tomates ou les pommes pour leur résistance au transport, c'est parce que l'économie aujourd'hui est faite sur les intermédiaires. Et c'est ce que résout justement cette économie de circuit court. C'est-à-dire que les conservateurs qui sont ultra toxiques, la plupart des produits perturbateurs hormonaux, les plastiques qui sont aussi faits pour... c'est des intermédiaires, c'est lié aux intermédiaires en réalité. Et donc quand vous tombez dans une économie majoritairement de circuit court et de ces plateformes de marché local, il y a un tas de trucs qui disparaissent. Les scientifiques se penchent beaucoup sur cette question, de savoir quel est l'équilibre entre calories animales et végétales. Et il semblerait que la polyculture élevage soit quelque chose d'assez vertueux pour l'avenir, le flexitarisme notamment. Notamment, il y a l'idée que... en fait, si on met des animaux sur des surfaces non cultivables pour l'homme,
qui vont valoriser de l'herbe en calories animales, ça met moins de pression sur le végétal, parce qu'il y a déjà des calories animales qui peuvent être valorisées. Donc l'idée, c'est quand même de restituer les surfaces végétales données aux animaux aux hommes, si c'est des surfaces cultivées, et de garder quand même un peu d'animaux pour valoriser des terrains qui de toute façon ne peuvent pas servir à l'alimentation humaine. Et c'est assez étonnant, mais j'ai lu un article scientifique où ils disent que ça met moins de pression sur l'environnement, ce modèle-là, que de faire du tout végétal. Parce que s'il n'y a pas d'animaux qui transforment l'herbe en calories animales, il faut plus de calories végétales. Et ça met une pression sur l'environnement qui serait moins bonne que le système. Donc c'est quand même des choses intéressantes qui montrent que le flexitarisme, et les scientifiques sont plutôt d'accord là-dessus, c'est-à-dire on réduit notre consommation de viande, on la divise par 2 en France, voilà, semble quand même une voie vraiment intéressante et raisonnable pour le siècle à venir. Aujourd'hui, les très gros se font disrupter. Ils ont une force de développement qu'en général n'ont pas les petits. Les collectivités sont essentielles dans tous ces trucs-là. C'est vraiment d'elles que ça part. Et c'est ça qu'il faut relier, en fait. Il y a un philosophe qui parle de l'homo ethicus, c'est-à-dire que vont émerger de plus en plus de gens qui vont se dresser et remettre l'éthique au centre, une nouvelle race. Ce qui disait que l'homo sapiens sage, on pourrait le retirer, quoi. On n'a pas fait nos preuves, exactement. Et alors moi, je suis un optimistionné. Je pense, je ne sais plus qui disait ça, je sais pas si c'était Gandhi, enfin peu importe. Il disait soyez l'espoir que vous voulez voir dans la société. Donc c'est à nous de porter. Je crois qu'il faut arrêter de penser que les choses sont impossibles. Une question à monsieur. Donc le citoyen lambda qui n'a pas vos connaissances, vos qualités, pour bien acheter, est-ce qu'il existe quelque chose comme les logiciels, les QR codes, les trucs comme ça pour le citoyen lambda? Au lieu d'acheter du yaourt qui n'existe plus, on voit des publicités en ce moment, le Yoplait, il n'y a même plus écrit yaourt sur Yoplait, donc on ne sait plus quoi acheter. Il y a des yaourts aux fruits, il n'y a plus de fruits. Voilà. Est-ce qu'il existe la question, il y a 2 solutions, c'est vrai. D'abord, c'est avoir le réflexe de lire la liste des ingrédients. Plus elle est longue et moins vous reconnaissez les noms, moins c'est bon signe. Déjà, c'est une base. Souvent, les aliments ultra transformés, dont j'ai parlé, ont des emballages très colorés, des personnages de l'univers des enfants, des promotions, parce que c'est des calories bon marché, pas cher à produire, donc ils peuvent se permettre des promotions. Souvent des mentions enrichies en, etc. Donc ça doit vous alerter. Après, parce que je me suis posé la même question que vous, donc il y a une start-up qui s'est créée sur la base de mes travaux de recherche, qui s'appelle SIGA, et qui a développé le premier score holistique au monde du degré de transformation des aliments, et qui est disponible gratuitement sur l'application ScanUp. Et en un code barre, vous savez si l'aliment est ultra transformé ou pas. Parce que c'est tellement compliqué de reconnaître les marqueurs de l'ultra transformation pour n'importe qui. Donc c'est pour l'instant les 2 solutions qui existent. Et puis il y en a une troisième, c'est d'aller au marché. C'est-à-dire là vous êtes sûr de ne pas acheter ultra transformé. Moi j'ai une amie qui m'a dit, mais c'est incroyable comme les choses sont en train de changer vite. Avant j'allais au marché à Chamalières, il y a 10 ans il n'y avait personne. Et là j'y suis allé la dernière fois, un même jour, il y avait une queue de 16 personnes. Donc les choses sont vraiment en train de changer à vitesse grand V, et les industriels et la grande distribution l'ont bien repéré. Les gens veulent vraiment revenir au manger sain. Donc voilà, les 3 solutions, c'est revenir au marché, lire la liste des ingrédients, et pour ceux qui ont un portable, éventuellement télécharger l'appli, mais plutôt les scores du degré de transformation. C'est ceux-là qui sont les plus intéressants pour la santé. Alors moi, je rejoins complètement monsieur. Je pense qu'il faut rester optimiste, à la seule condition que les élus, c'est-à-dire qu'il y a des vrais enjeux politiques et qu'on remette bien l'humain au centre de nos préoccupations. Parce que des idées, il y en a dans nos communes, dans nos villages. Il suffit de laisser les gens s'exprimer parfois pour arriver à aboutir à des choses excessivement intéressantes allant dans le bon sens. Donc je rejoins tout le monde aussi pour dire qu'il faut faire de l'éducation aux jeunes enfants, mais pas que. Parce que je pense qu'il y a un rôle important au niveau des adultes. Il y a eu 50 ans, me disait mon collègue et ami à côté de moi, où les agriculteurs ont pensé ce mode de fonctionnement. Au jour d'aujourd'hui, nous, on a un projet d'installer il y a un jeune qui demande pour faire de l'élevage bio de cochons. On ne trouve pas de terrain parce que les paysans veulent les garder au cas où.
Donc voilà, je crois qu'on a aussi des choses à faire bouger, des lignes à faire bouger à ce niveau-là. Mais je reste très optimiste. Et alors moi qui suis soignante de métier, formatrice en soins infirmiers, le mot holistique me parle. Parce que pour prendre soin de quelqu'un, on met l'humain au centre de nos préoccupations. Donc, prenons soin de la santé des gens en mettant aussi l'alimentation au centre de nos préoccupations. Voilà, je voulais conclure, moi, sur cet aspect et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Oui, vous êtes le président. Sans manuel, oui. C'est carrossier.